Et 22 décembre 1942. Cher Kitty, l'annexe a appris avec satisfaction que chacun aura droit à un quart de livre de beurre supplémentaire pour Noël. Le journal annonce une demi-livre, mais c'est réservé aux heureux mortels qui reçoivent leur carte d'alimentation de l'État et non aux juifs qui se cachent et qui, pour faire des économies, en achètent au marché noir 4 au lieu de 8. Tous les 8, nous allons faire des gâteaux avec ce beurre. Ce matin, j'ai préparé des biscuits et 2 tartes. Il y a un travail fou en haut, et maman m'a interdit d'aller lire ou apprendre mes leçons avant que tous les travaux ménagers soient terminés. Madame Van Daan est au lit, avec sa côte fêlée. Elle râle toute la journée, n'arrête pas de se faire poser de nouveaux bandages et n'est satisfaite de rien. Je serais contente de la voir à nouveau sur pied et remettre elle-même de l'ordre dans ses affaires, car il faut dire une chose en sa faveur, elle est extrêmement active et ordonnée, et en plus, tant qu'elle est en forme physiquement et moralement, elle est gaie. Comme si je n'entendais pas assez de chut chut dans la journée, parce que je fais toujours trop de bruit. Monsieur, mon compagnon de chambre, s'est mis en tête de me lancer la nuit aussi des chut à tout bout de champ. Je n'ai même pas le droit de me retourner. Je refuse de me laisser impressionner, et la prochaine fois, je lui renverrai son chut. Il devient de jour en jour plus agaçant et plus égoïste. Des petits gâteaux si généreusement promis, je n'en ai plus vu la couleur, passé la première semaine. C'est surtout le dimanche qu'il me fait enrager, quand il allume la lumière si tôt le matin pour faire 10 minutes de gymnastique. Ces minutes me paraissent des heures, à moi, pauvre victime, car les chaises qui rallongent mon lit frottent sans cesse sous ma tête endormie. Après avoir terminé ses exercices d'assouplissement, à grand renfort de moulinet, monsieur s'attaque à sa toilette. Son caleçon est accroché au porte-manteau, il y va en premier, revient, sa cravate sur la table, nouvel aller-retour, en bousculant et en heurtant les chaises au passage. Mais je ne veux pas t'imposer ma complainte sur les vieux messieurs désagréables. Cela ne s'arrangera pas pour autant, et toutes les représailles possibles, telles que dévisser la lampe, fermer la porte à clé, cacher ses habits, je dois malheureusement y renoncer pour préserver la paix. Ah, je deviens si raisonnable. Ici, il faut être raisonnable en tout, pour apprendre, pour écouter, se taire, aider, être gentil, céder et que sais-je encore. J'ai bien peur d'épuiser beaucoup trop vite toutes mes réserves de raison, qui déjà ne sont pas si grandes, et de ne plus en avoir pour après la guerre. Bien à toi, Anne. Mercredi 13 janvier 1943. Chère Kitty, ce matin on n'a pas arrêté de me déranger et je n'ai pu terminer ce que j'avais commencé. Nous avons une nouvelle occupation, remplir des sachets de jus de viande en poudre. Ce jus est fabriqué par Gis Co. Monsieur Kugler ne trouve pas de remplisseur, et si nous nous en chargeons, cela revient beaucoup moins cher. C'est un travail comme on en fait dans les prisons. C'est d'un rare ennui, et ça vous donne le tournis et le fou rire. Dehors, il se passe des choses affreuses. Ces pauvres gens sont emmenés de force jour et nuit, sans autre bagage qu'un sac à dos et un peu d'argent. En plus, ces affaires leur sont enlevées en cours de route. Les familles sont écartelées, hommes, femmes et enfants sont séparés. Des enfants qui rentrent de l'école ne trouvent plus leurs parents. Des femmes qui sont allées faire des courses trouvent à leur retour leur maison sous-scellée, leur famille disparue. Les chrétiens néerlandais vivent dans l'angoisse eux aussi. Leurs fils sont envoyés en Allemagne. Tout le monde a peur. Et chaque nuit, des centaines d'avions survolent les Pays-Bas, en route vers les villes allemandes, où ils labourent la terre de leurs bombes, et à chaque heure qui passe, des centaines, voire des milliers de gens tombent en Russie et en Afrique. Personne ne peut rester en dehors, c'est toute la planète qui est en guerre, et même si les choses vont mieux pour les Alliés, la fin n'est pas encore en vue. Et nous nous en tirons bien, mieux même que des millions d'autres gens. Nous sommes encore en sécurité, nous vivons tranquilles et nous mangeons nos économies, comme on dit. Nous sommes si égoïstes que nous parlons d'après la guerre, que nous rêvons à de nouveaux habits et de nouvelles chaussures, alors que nous devrions mettre chaque sou de côté pour aider les autres gens après la guerre, pour sauver ce qui peut l'être. Les enfants ici se promènent avec pour tout vêtement une blouse légère et des sabots aux pieds, sans manteau, sans bonnet, sans chaussettes, sans personne pour les aider. Ils n'ont rien dans le ventre,
mais mâchonne une carotte, quitte une maison froide pour traverser les rues froides et arriver à l'école dans une classe encore plus froide. Oui, la Hollande est tombée si bas qu'une foule d'enfants arrête les passants dans la rue pour leur demander un morceau de pain. Je pourrais te parler pendant des heures de la misère causée par la guerre, mais cela ne réussit qu'à me déprimer encore davantage. Il ne nous reste plus qu'à attendre le plus calmement possible la fin de ces malheurs. Les Juifs, aussi bien que les chrétiens et la terre entière, attendent. Et beaucoup n'attendent que la mort. Bien à toi, Anne. Samedi 30 janvier 1943. Chère Kitty, je bout de fureur et je ne peux pas le montrer. Je voudrais taper du pied, crier, secouer maman un bon coup, pleurer, que sais-je encore, pour tous les mots méchants, les regards moqueurs, les accusations qui me transpercent chaque jour, comme autant de flèches d'un arc tendu à l'extrême, et qui sont si difficiles à extirper de mon corps. Je voudrais crier à maman, à Margot, à Van Damme, à Dussel et aussi à papa. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi enfin dormir une nuit sans tremper mon oreiller de larmes, sans que les yeux me brûlent et que la migraine me martèle la tête. Laissez-moi partir, disparaître de tout, loin du monde. Mais c'est impossible. Je ne peux pas leur montrer mon désespoir, les laisser plonger un regard dans les plaies qu'elles m'ont infligées. Je ne supporterai pas leur pitié et leur bonhomie moqueuse. Elles aussi me feraient hurler. Tout le monde me trouve prétentieuse quand je parle, ridicule quand je me tais, insolente quand je réponds, roublarde quand j'ai une bonne idée, paresseuse quand je suis fatiguée, égoïste quand je mange une bouchée de trop, bête, lâche, calculatrice, etc. Toute la journée, je m'entends dire que je suis une gosse insupportable, et même si j'en ris et fais semblant de me moquer, ça me fait de la peine. Et je voudrais demander à Dieu de me donner une autre nature qui ne provoquerait pas l'hostilité des gens. C'est impossible. Ma nature m'a été donnée une fois pour toutes, et je ne saurais être mauvaise. Je le sens. Je me donne beaucoup plus de mal pour satisfaire tout le monde qu'ils ne sont capables d'imaginer. J'essaie de garder un rire de façade parce que je ne veux pas leur montrer mes souffrances. Plus d'une fois, après des reproches sans fondement, j'ai lancé à la tête de maman. Je n'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Tu n'as qu'à ne plus t'occuper de moi. De toute façon, je suis un cas désespéré. Naturellement, je m'entendais répondre que j'étais insolente. On me boudait un peu pendant 2 jours, puis on oubliait tout et on recommençait à me traiter comme les autres. Il m'est impossible d'être tout miel un jour et de leur cracher ma haine au visage le lendemain. Je choisis plutôt le juste milieu qui n'a rien de juste. Je tais ce que je pense et j'essaie de les mépriser autant qu'ils me méprisent. Ah, si seulement j'en avais la force. Bien à toi, Anne. Vendredi 5 février 1943. Chère Kitty, bien que je ne t'ai plus parlé de nos disputes depuis longtemps, la situation n'a pas changé. Au début, Monsieur Dussel prenait au tragique ces différends vite oubliés, mais il commence à s'y habituer et n'essaye plus de jouer les conciliateurs. Margot et Peter ne sont pas du tout ce qu'on peut appeler jeunes. Ils sont tous les deux d'un tel ennui et d'une telle passivité. Moi, je suis tout le contraire, et on me dit en permanence, on ne verrait pas Margot et Peter faire ça. Prends donc exemple sur ta gentille sœur. Je ne supporte pas. Je t'avouerai que je n'ai absolument pas envie de devenir comme Margot. Je la trouve beaucoup trop faible et indifférente. Elle se laisse convaincre par tout le monde et elle cède sur tout. Je vais avoir un peu plus de volonté, mais ce genre de théories, je les garde pour moi. Je les ferais pleurer de rire si j'utilisais cet argument. À table, l'atmosphère est généralement tendue. Heureusement, les éclats sont souvent évités grâce aux mangeurs de soupe. Les mangeurs de soupe sont tous ceux qui viennent d'en bas pour prendre un bol de soupe. À midi, Monsieur Van Damme a recommencé à dire que Margot mange trop peu. Sûrement pour garder la ligne, a-t-il ajouté d'un ton moqueur. Maman, qui soutient toujours Margot, a répondu d'un ton vif. J'en ai assez de vos remarques stupides. Madame s'est empourprée. Monsieur a regardé dans le vide sans rien dire. Souvent aussi, quelqu'un nous fait rire. Récemment, Madame a lâché une superbe ânerie. Elle parlait du passé. Elle racontait comme elle s'entendait bien avec son père, comme elle aimait flirter. Et vous savez, poursuivait-elle, si un monsieur a les mains baladeuses, disait mon père, tu n'as qu'à lui dire, monsieur, je suis une dame, et il comprendra. Nous avons éclaté de rire comme à une bonne plaisanterie. Même Peter, pourtant si calme d'habitude, provoque parfois notre hilarité. Il a le malheur d'adorer les mots étrangers, mais de ne pas en connaître le sens.
Un après-midi, nous ne pouvions nous rendre aux toilettes en raison d'une visite au bureau. Lui a eu une urgence, mais n'a pas tiré la chasse. Pour nous prévenir de la présence d'une odeur peu agréable, il a fixé sur la porte des WC un petit écriteau portant SVP gaz. Naturellement, il voulait dire attention, gaz, mais trouvait SVP plus chic. Que le vrai sens soit s'il vous plaît, il n'en avait pas la moindre idée. Bien à toi, Anne. Samedi 27 février 1943. Chère Kitty, Pym s'attend au débarquement d'un jour à l'autre. Churchill a eu une pneumonie, il se remet lentement. Gandhi, l'indépendantiste indien, en est à sa énième grève de la faim. Madame prétend être fataliste. Qui a le plus peur quand on tire? Personne d'autre que Petronella Van Damme. Yann nous a apporté la lettre pastorale des évêques aux fidèles. Elle était très belle et exaltante. Néerlandais, ne restez pas immobiles. Que chacun lutte avec ses propres armes pour la liberté du pays, de son peuple et de sa foi. Aidez, donnez, n'hésitez pas. Ils ne se gênent pas pour le proclamer du haut de leur chair. Est-ce que cela servira? Sûrement à ceux de notre croyance. Imagine-toi un peu ce qui vient encore de nous arriver. Le propriétaire de l'immeuble l'a vendu sans en avertir Kugler et Kleiman. Un matin, le nouveau propriétaire est venu visiter l'immeuble en compagnie d'un architecte. Heureusement, M. Kleiman était là. Il leur a montré toute la maison, à l'exception de l'annexe. Il a prétendu avoir oublié chez lui la clé de la porte de communication. Le nouveau propriétaire n'a pas posé de questions. Espérons qu'il ne voudra pas revenir pour voir l'annexe. Nous serions dans de beaux draps. Papa a vidé une boîte à fiches pour Margot et moi et l'a remplie de fiches qui ont encore un côté vierge. Ce sera notre fichier de lecture. Nous y inscrirons toutes les deux les livres que nous avons lus, les auteurs et la date. J'ai appris quelques mots nouveaux. Bordel et cocotte. Je me suis procuré un petit calepin spécial pour les noter. Nouveau mode de partage du beurre et de la margarine. Chacun reçoit sa portion à tartiner dans son assiette. Le partage est très inégal. Les Van Damme qui préparent toujours le petit déjeuner s'octroient une fois et demie autant que nous. Mes vieux ont bien trop peur des disputes pour dire quoi que ce soit. Dommage, je trouve qu'à des gens comme ça, il faut toujours rendre la monnaie de leur pièce. Bien à toi, Anne. Jeudi 4 mars 1943. Chère Kitty, Madame a un nouveau surnom. Nous l'appelons Mrs. Beaverbrook. Tu ne comprends évidemment pas pourquoi, mais je vais t'expliquer. À la radio anglaise, un certain monsieur Beaverbrook parle souvent des bombardements sur l'Allemagne qu'il trouve beaucoup trop faibles. Madame Van Damme contredit toujours tout le monde, même Churchill et le bulletin d'information, mais elle est en parfait accord avec monsieur Beaverbrook. Nous avons donc trouvé que le mieux ce serait qu'elle épouse monsieur Beaverbrook. Et comme elle a paru flattée, elle s'appelle dorénavant et sans plus attendre, Mrs. Beaverbrook. Nous allons avoir un nouveau magasinier. L'ancien doit partir en Allemagne. C'est triste, mais cela nous arrange car le nouveau ne connaîtra pas la maison. Nous avons toujours peur des magasiniers. Gandhi a recommencé à manger. Le marché noir est florissant. Nous engraisserions comme des oies si nous avions de quoi payer ces prix exorbitants. Notre marchand de légumes achète ses pommes de terre à la Wehrmacht et les livre en sac dans le bureau privé. Il sait que nous nous cachons et c'est pourquoi il prend soin de venir toujours pendant la pause de midi quand les magasiniers sont partis. Nous ne pouvons pas respirer sans éternuer ni tousser, tant on moud de poivre en ce moment. Tous ceux qui montent nous saluent en faisant « Ah, tchou !» Madame déclare qu'elle ne veut plus descendre. Elle tomberait malade si elle respirait encore plus de poivre. Je trouve que l'entreprise de papa n'est pas du tout marrante. Que des gélifiants et du poivre fort, tant qu'à être négociant en denrées alimentaires, mieux vaut avoir des friandises. Ce matin, j'ai encore essuyé un orage fracassant de réprimandes. Les expressions grossières tombaient comme des éclairs et les oreilles me teintaient de Anne méchante, Van Dan gentil, Dontervettervetter. Bien à toi, Anne. Mercredi 10 mars 1943.
Cher Kitty, hier soir nous avons eu un court-circuit, en plus ça tiraillait sans arrêt. J'ai toujours aussi peur des coups de feu et des avions, et je vais retrouver papa dans son lit presque toutes les nuits pour y chercher du réconfort. Ça paraît peut-être puéril, mais je voudrais bien t'y voir. On ne s'entend même plus parler tant les canons tonnent. Mrs. Beaverbrook, la fataliste, s'était presque mise à pleurer. Elle disait d'une toute petite voix tremblotante: Oh, c'est si désagréable. Oh, il tire si fort. Autrement dit, j'ai si peur. À la lumière des bougies, ce n'était pas aussi effrayant que dans le noir. Je tremblais comme si j'avais de la fièvre et suppliais papa de rallumer la bougie. Il ne s'est pas laissé fléchir, on est resté dans le noir. Soudain, des mitrailleuses se sont mises à tirer. C'est 10 fois pire que les canons. Maman s'est levée d'un bond et a allumé la bougie à la grande irritation de Pym. À ses protestations, elle a répondu d'un ton ferme: Anne n'est tout de même pas un vieux soldat. Et l'affaire fut close. Est-ce que je t'ai déjà parlé des autres angoisses de madame? Je ne crois pas. Pour être informé de toutes les péripéties de l'annexe, il faut que tu les connaisses aussi. Une nuit, madame a entendu des voleurs au grenier. Elle a distingué très nettement des bruits de pas et a eu si peur qu'elle a réveillé son mari. Juste à ce moment-là, les voleurs ont disparu et le seul bruit que monsieur a entendu, c'était le battement du cœur affolé de la fataliste. Oh mon Dieu, Pouty, le surnom affectueux de monsieur. Ils ont sûrement porté les saucisses et tous nos légumes secs. Et Peter est-il seulement encore dans son lit? Ils ne l'ont sûrement pas embarqué, t'inquiète pas et laisse-moi dormir. Mais pas question, madame avait trop peur pour se rendormir. Quelques nuits plus tard, toute la famille d'en haut est réveillée par le bruit de ces fantômes. Peter est monté au grenier avec une lampe de poche et vrrt, qu'est-ce qui s'est sauvé? Un tas de gros rats. Quand nous avons su qui étaient les voleurs, nous avons fait dormir Mouchi au grenier et les autres indésirables ne sont plus revenus, du moins pas la nuit. Il y a quelques jours, Peter est monté dans les combles. Il n'était que 7h30 et il faisait encore jour, pour y chercher de vieux journaux. Pour redescendre l'escalier, il était obligé de se tenir à la trappe. Il a posé la main sans regarder et a failli rouler en bas de l'escalier de peur et de douleur. Sans le savoir, il avait posé la main sur un énorme rat qui lui avait mordu le bras à pleines dents. Le sang traversait son pyjama quand il est arrivé vers nous, pâle comme un linge et les genoux tremblants. Pas étonnant, caresser un gros rat n'est déjà pas si drôle et se faire mordre par-dessus le marché, c'est vraiment épouvantable. Bien à toi, Anne.